Mesdames et messieurs, bonsoir. Deux titres dans cette édition d'information. Ce jour, nous célébrons la Journée mondiale de l'environnement, un événement qui donne lieu à l'organisation de plusieurs activités dans notre pays. Vous aurez les détails avec Pierre Parfait Mbadikumba. Et nous parlerons également des candidats qui se bousculent aux portes de la nouvelle haute autorité de communication, une entité ici relayée par Ephraim Biogué Ezo qui vous donnera tout simplement des précisions. C'est lui qui est allé bien sûr à la rencontre des différents candidats. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information, la principale du soir, et merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Un malaise règne en ce moment au sein du ministère de la Culture, où les agents ont décidé de fermer toutes les directions de cette entité. La décision a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle prenaient part Ephraim Bioguezo et Bertrand Akomileka. Plusieurs services d'utilité publique au sein du ministère de la Culture sont désormais fermés, cela jusqu'à nouvel ordre. Cette décision, du moins fâcheuse, n'est que la résultante du malaise qui règne au sein de cette administration. Décision prise de façon collégiale par le personnel de cette administration lors d'une assemblée générale. Depuis un certain temps, depuis un mois, nous avons adressé des correspondances au ministre délégué en charge de la culture, au ministre d'État en charge de la culture et au Premier ministre pour essayer un peu de voir cette situation de malaise. Aujourd'hui, l'ENAM est fermée mais malheureusement, ni le ministre d'État en charge de la culture, ni son délégué, on ne les connaît pas, on ne sait pas où ils sont. Et ce n'est pas normal qu'un ministère comme celui de la culture reste comme ça sans ministre. C'est comme une maison où le père n'est pas là, la mère n'est pas là et même la grande sœur n'est pas là parce que le secrétaire général aussi. Les problèmes transversaux dont peine à résoudre chacun des promus de cette administration datent de Mathusalem. Les agents sont abandonnés à leur propre sort. C'est la loi du chacun pour soi, Dieu pour tous qui est à ce jour institutionnalisée. Une débrouillardise qui occasionne l'inactivité de ces départements ministériels, bien que nantis de la ressource humaine. Nous fermons les portes. Et ça, on dit que ce n'est pas normal. Il y a des problèmes qu'au niveau du ministère de la Culture, depuis 20 ans, on ne veut pas former les gens. On ne veut pas former les gens. Et aujourd'hui, en ce moment, quand on regarde dans les effectifs du ministère de la Culture, il y a peu de cadres qui sont en A2 et beaucoup de cadres qui sont à B1. Ce qui veut dire qu'en fait, que nos carrières sont là pour ne pas évoluer. Parce qu'effectivement, c'est que le plan qu'ils sont en train de faire, c'est qu'en fait, ils vont prendre des cadres dans d'autres ministères pour venir encore diriger le ministère de la Culture. On dit trop, c'est trop. Et puis, à quoi sert le ministère de la Culture lorsque ces agents de catégorie B1 sont là, c'est retenir les pouces parce qu'ils ne peuvent pas participer à la décision. On décide tous à leur place, et on se rend compte que même la fête des cultures que nous avons demandé, nous syndicats, on a demandé, le personnel n'est pas associé. Ce sont les agents d'autres ministères qui sont là et qui viennent, qui organisent tout. Et on sait que le prochain combat, c'est que nous fermons tout et nous allons demander aux parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs, puisque les députés ne sont plus là, d'arrêter les budgets du ministère de la Culture. Tant que tout n'est pas fait, nous sollicitons les états généraux du ministère de la Culture. Nous demandons un ministre plein parce que nous ne voulons plus être associés à d'autres ministères. Ça nous fait mal parce qu'aujourd'hui, le ministre, son délégué, s'occupe plus des affaires de sport, et du tourisme que de s'occuper des pommes de la culture. Des instances telles que le Bugada, l'ENAM et le Musée national sont dirigées par des personnes intérimaires sans que se tiennent les véritables conseils d'administration, sans omettre la formation des formateurs, ce malgré la convention qui lie ces départements ministériels aux instances internationales. Je vous l'annonce en titre, la communauté internationale a célébré ce jour la journée mondiale de l'environnement sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Au Gabon, l'événement donne lieu à l'organisation de plusieurs activités, sinon d'une semaine nationale de l'environnement marquée par des conférences débats, des campagnes de sensibilisation et autres manifestations. Le point avec Pierre Parfait Mbadikumba et Vitalis Kumba. Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement, le Gabon célèbre la semaine nationale de l'environnement sous le thème « Combattre la pollution plastique ». Conférences, débats, campagnes de sensibilisation et autres manifestations sont au menu de cet événement, comme ici, à l'Institut Immaculée Conception de Libreville. Nous sommes ici à Immaculée pour sensibiliser les enfants sur
l'utilité de lutter contre la pollution par les sachets plastiques. Donc c'est le thème retenu par la communauté internationale concernant la journée de l'environnement, la journée internationale de l'environnement. Donc au niveau du Gabon, nous allons célébrer la semaine qui a commencé depuis samedi dernier par les sensibilisations dans les établissements et dans les quartiers. Il y a aussi des actions de nettoyage des caniveaux, des bassins versants de ces sachets et bouteilles plastiques. Également au niveau des plages, il y a des ONG qui œuvrent depuis ces jours, la semaine dernière, pour justement débarrasser notre environnement de ces sachets. La Journée mondiale de l'environnement offre l'occasion de réfléchir sur les moyens de lutte contre la destruction de la couche d'ozone, la déforestation, la désertification et la sécheresse. Les manifestations dans le pays sont appuyées par de nombreuses ONG de protection de la nature, telles que le Club d'environnement Gabon Vert, créé en 2014. Nos activités centrées depuis 2014 sur le recyclage des ordures ménagères. Les activités se déroulent en deux panels, les activités de notre club. Il y a un panel purement environnemental où nous inculquons aux élèves les notions de base telles que le réchauffement climatique, la lutte contre la désertification, etc. L'autre panel est purement scientifique et encourage l'imagination des apprenants. Cette campagne de sensibilisation a été plutôt bien accueillie par les élèves de l'Institut Immaculée Conception qui ont démontré leurs acquis en matière de recyclage. J'ai fait du mucus avec des feuilles mortes et de l'eau que j'ai laissé reposer pendant au moins une semaine, qui a donné du mucus qui sert à mettre aux racines des plantes pour les faire évoluer. Merci. Nous avons pris une cause spéciale grâce à laquelle nous avons associé ces canettes. Nous avons voulu faire que dans cette maison canette, c'est plutôt Coca-Cola, pamplemousse, gino, ananas, orangina qui est plus sorti. La Journée mondiale de l'environnement a été initiée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle est célébrée depuis de nombreuses années et soulève régulièrement les questions essentielles relatives à la protection de l'environnement et les conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de la planète. Informer et former la femme gabonaise, particulièrement celle du 5e arrondissement de la commune de Libreville, est le but visé de l'association, sinon de l'Union, l'association pour l'unité des femmes du 5e arrondissement de la commune de Libreville, sur l'autonomisation et l'importance des activités génératrices de revenus. Les femmes de cette association ont tenu à remercier récemment leur présidente Myriam Mavungu Ndombitege à l'occasion de la célébration en différé de la fête des mères. C'est en présence de Pierre Parfait Vadikoumbe et Fleury à Séonde. Myriam Mavungu Ndombitege multiplie les initiatives pour lutter contre l'exclusion sociale et réduire le taux de précarité en permettant l'autonomisation des femmes gabonaises économiquement faibles. La très discrète présidente de l'AUFL, Association pour l'unité des femmes du 5e arrondissement, s'inscrit résolument en droite ligne de la décennie de la femme gabonaise 2015-2025, décrétée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et la première dame. En termes d'activité, l'AUFL compte notamment un salon de l'autonomisation économique de la femme, organisé le 8 décembre 2017 sur l'esplanade de la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Une activité à laquelle prenait part Stephen Jackson, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. À noter également une remise de dons à la halte garderie du 5e arrondissement le 22 octobre 2014 et tout récemment des ateliers de masterclass dans les domaines de la coiffure, de la couture et du make-up destinés aux jeunes filles volontaires.
Fort de toutes ces initiatives, c'est donc naturellement qu'à l'occasion de la fête des mères, les membres de son association lui ont réservé une surprise. Non, d'abord je commence à dire, vous m'avez eu. Myriam Mavungundong Bitege s'est dit très émue par cette fête organisée en son honneur. Une marque de reconnaissance des femmes du 5e arrondissement que nous avons retrouvée dans les mots de cet enfant. Bonjour, maman Myriam. Je n'étais pas un vrai petit ange, mais de toi j'ai eu des louanges et tu as su m'encourager pour que je puisse progresser. Je me suis sentie meilleure, j'ai travaillé de tout mon cœur et tu as su me soutenir, me parler de mon avenir. Pour tout cela et plus encore, je veux te remercier très fort. Bonne fête, maman Myriam. Ce moment de partage a permis aux membres de l'AUFL de plancher sur les prochaines actions. Dans son élan de solidarité et d'humanisme, Myriam Mavungundong Bitege a promis d'être toujours à l'écoute des préoccupations des femmes du 5e arrondissement. L'association pour l'unité des femmes du 5e arrondissement a mis les petits plats dans les grands pour honorer également leur présidente. Vous l'avez suivi en images et rien à voir avec ce qui précède. Nos confrères de Média Plus sont allés à la rencontre de Maître Parfait Edson pour nous édifier sur ce que dit la loi en rapport avec le lien de sang. Les précisions dans ce reportage signé Karina Auré de Média Plus. L'abandon d'un enfant est reconnu comme un délit par la loi. Mais force est de constater que cette pratique est bien présente dans la société gabonaise. Toutefois, les liens de sang qui unissent un père à son enfant lui donnent malgré tout des droits sur ce dernier. Tant qu'il y a un lien de sang qui unit le père à l'enfant ou la mère à l'enfant, de façon globale, le père peut ressurgir, même 10 ans ou 20 ans après. Tant qu'il n'a pas renoncé à la paternité, il est toujours le père de l'enfant et donc il a les droits sur l'enfant. Chose peut-être inconcevable pour la mère et l'enfant après toutes les frustrations engendrées, mais les liens de sang donnent toute possibilité de rachat aux parents. Le lien de sang est un lien que l'on ne peut effacer. Et donc il est toujours donné une possibilité aux parents de se remettre en question et de revenir, peut-être pas chercher son enfant, mais racheter le temps qui a été un peu perdu. Mais nous parlons du droit, et parfois le droit n'est pas juste. Le droit n'est pas juste. Tant que je suis le géniteur de l'enfant, j'ai des droits sur cet enfant-là. Maintenant, si l'enfant atteint un certain âge, l'âge de la majorité, il peut bien sûr refuser la présence de son père qu'il aurait abandonné pendant 20 ans ou 30 ans. C'est tout à fait normal. Et penser que celui qui a vécu avec lui pendant les années où il était abandonné, c'est son vrai père. Et je pense que la loi, même devant un juge, peut donner raison, ce qu'on appelle au père nourricier, quelquefois. Ce lien de sang peut être abrogé si le géniteur renonce à ses droits parentaux. Le lien de sang ne s'efface pas, sauf si le père a renoncé à travers un document à la paternité de l'enfant. Mais s'il ressurgit, évidemment, dans l'état où il trouvera l'enfant, en fonction des conditions également de vie de l'enfant, il sera obligé de faire avec, mais sans qu'il ne bouleverse tout simplement l'équilibre psychique de l'enfant qui aurait déjà vécu avec un parent pendant des années, oubliant que l'autre père, le père géniteur, vivait. Comme quoi, la justice peut diviser les hommes, elle ne peut diviser les liens de sang. Sur un tout autre plan, ils sont nombreux ceux qui se bousculent aux portes de la nouvelle haute autorité de la communication pour occuper respectivement les fauteuils de conseillers, comme c'est le cas ici de Timothée Mémé, dont Ephraim Biogué est allé à la rencontre. Reportage. Candidat au poste de conseiller à la nouvelle haute autorité de la communication qui vient de voir le jour en remplacement du Conseil national de la communication, au même titre que d'autres confrères de la presse dite gouvernementale, Timothée Mémé, journaliste expérimenté qui totalise près d'une trentaine d'années, n'est plus à présenter. Une trentaine d'années, j'ai fait tous les genres journalistiques,
J'ai été dans plusieurs médias, j'ai traîné mes basques dans pas mal de rédactions. Je suis une sorte de baroudeur de la presse. Tous les jeunes pères qui me rejoignent dans ce brasier, j'appelle ça le brasier de la presse, c'est un monde assez difficile. Ils me connaissent, ils connaissent ma liberté de temps, ils connaissent ma rigueur d'écriture. C'est, voilà, en gros, Timothée Mémé, qui est par ailleurs écrivain. Je m'essaie dans le genre romanesque. 2 postes sont à pourvoir au sein de cette nouvelle institution. Timothée Mémé se positionne comme le porte-étendard de la presse indépendante. L'homme est connu pour ses prises de position allant dans le sens de défendre corps et âme les intérêts des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle. Pour preuve, la subvention de l'État allouée aujourd'hui aux médias sur le plan local fait partie intégrante de l'une de ses premières actions qu'il a su mener sur le terrain. Bien que combattu par certains pour un problème d'ego, l'homme demeure serein et envisage une fois de plus apporter sa pierre à la construction de cet édifice qui a souvent été longtemps décrié de par sa prise de position dans l'interdiction de parution de certains hebdomadaires de groupes de presse. Nos confrères de TV+ en ont fait des frais. Si les pères m'élisent, je vais représenter la presse indépendante à la HAC, mais il y a un problème quand même se pose. Du point de vue de la parité, on aurait pu arracher ça aux assises de la Gongé, on aurait pu obtenir qu'il y ait une parité égale entre presse libre et presse publique. Or, ce n'est pas le cas. On a 2 sièges. Au cas où les confrères de la presse privée, dont moi, seraient amenés à être élus. Est-ce qu'on fera le poids? C'est la question qui me revient. Est-ce qu'on fera le poids devant les 7 autres membres nommés par les institutions de la République? Bon, là n'est pas le problème, là n'est pas l'enjeu. L'enjeu, de mon point de vue, c'est qu'on essaie de porter la voix de la presse libre, on essaie d'exiger une sorte de vision qui cadre avec tout ce qui est de nos codes moraux, tout ce qui est de notre bréviaire, tout ce qui est de notre déontologie. En fait, tout ça, les fondamentaux de notre métier. Et de ce point de vue, je crois que notre voix se fera entendre malgré les parités qui ne sont pas respectées là-bas. La grosse inquiétude pour les candidats demeure cependant sur la non-communication du fichier électoral. Au moment où nous en sommes, le ministère de la Communication n'a toujours pas communiqué sur les ayants droit au scrutin et comment y prendre part. Des manquements graves qui risquent de fausser la tenue des dites assises qui, au départ, étaient fixées pour se dérouler ce mercredi et qui, au dernier moment, viennent d'être repoussées pour le week-end prochain. Candidat aux élections législatives prochaines dans le Haut-Congo et au 2e siège, Michel Edou Essono revient ici sur les conclusions de sa dernière tournée dans cette partie du pays. C'était en présence de Frambi Ogedzo et Yasser Nicolando. Le message aujourd'hui, il va à l'endroit des populations de Mobimeu dont je fais objet d'une candidature. Et je demanderai à tous ceux qui sont mes collègues, mes frères et sœurs, de choisir un candidat meilleur, un choix meilleur pour que nous puissions avancer dans une démocratie nouvelle. Nous avions des ambitions et en ayant ces ambitions, nous devons les travailler ensemble pour que nous avancions vers la nouvelle législative. Les consultations ont été faites, le boulot dont j'ai fait état a été un boulot vraiment assez sérieux, dont je me dirais que je suis confiant et j'en suis sûr que j'irai jusqu'au bout. Et quelle sera votre prochaine étape dans les prochains jours? Dans les prochains jours, nous attendons que la révolution vienne de là-haut. Une fois les décisions sont prises, nous verrons maintenant ce que nous pouvons faire. Mais pour l'instant, la bouche nous reste muette. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord en RDC où les établissements scolaires ont un rôle à jouer dans la prévention et la sensibilisation sur le VIH, sur le virus Ebola et les apprenants l'ont déjà compris. C'est ce que nous rapportent ici nos confrères de la presse internationale.
Dans cette école primaire de Mbandaka, les élèves doivent se laver les mains et se faire prendre la température avant d'aller en classe. Tous les matins, c'est en chantant « Ebola dégage » que la journée commence. Alors que l'épidémie n'est toujours pas maîtrisée, les établissements scolaires ont un rôle à jouer dans la prévention et la sensibilisation. C'est une maladie qui tue, qui envahit, une mauvaise maladie. Que faut-il faire maintenant? Il faut tenir informé aux enfants de se prévenir contre cette maladie. Voici cette importance capitale. Sinon les enfants vont disparaître et qui vont rester dans ce monde. Les enfants ont compris le message. Je peux laver les mains chaque fois pour éviter la maladie là. Et je ne peux pas saluer quelqu'un. Parce que si j'ai salué quelqu'un, s'il avait ça, il peut m'attraper. C'est des enseignants qui nous a expliqué ça. Une prise de conscience nécessaire dès le plus jeune âge, car le scepticisme persiste au sein d'une partie de la population qui ne croit pas en l'existence de la maladie. Sur le marché central de Mbandaka, la viande de brousse dangereuse est manipulée sans précaution. Je n'ai pas peur de cette maladie. Tout ça est faux. Jusqu'à maintenant, je n'ai vu personne qui est mort d'Ebola. Comme souvent en République démocratique du Congo, l'Église joue un rôle important. Les pasteurs, à travers toute la province de l'Équateur, appellent les fidèles à la vigilance. Mais en tant que pasteur, parce que je suis un leader d'opinion, nous sommes en train de lutter pour cette maladie, parce que l'Église n'est pas hors de la société. L'Église doit prévenir à ses chrétiens. Nous leur éduquons la parole de Dieu et nous devons aussi les prévenir sur les conditions hygiéniques. Avec l'aide de ceux qui sensibilisent la population, en plus des mesures médicales prises sur le terrain, le scénario catastrophe pourrait bien être évité en République démocratique du Congo. En France, le parquet national financier a ouvert une enquête visant le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et portant sur des soupçons de conflit d'intérêts. Le point sur cette affaire qui pourrait éclabousser Emmanuel Macron avec nos confrères de la presse internationale. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, s'est-il rendu coupable de prise illégale d'intérêts? Le bras droit d'Emmanuel Macron est en tout cas visé par une plainte de l'association Anticor, qui lui reproche ses liens familiaux avec la compagnie maritime MSC, client important des chantiers navals de Saint-Nazaire. Selon Anticor, Alexis Kohler, qui en 2010 siégeait également au conseil d'administration des chantiers navals, se trouvait ainsi en situation de conflit d'intérêts. Ce matin, le secrétaire d'État Christophe Castaner a indiqué qu'il n'y a pas, selon lui, d'affaire Kohler. Ne qualifions pas d'affaire cela. Si Anticor a un doute sur un quelconque sujet, il est normal qu'elle puisse saisir la justice. Je ne sais pas quel est l'objet de la plainte d'Anticor, mais donc voilà, il est normal dans ce pays qu'on puisse enquêter, examiner sur tous les sujets. Mais attention à ce qu'une plainte déposée sur des sujets qu'on ne connaît pas ne devienne pas une affaire politique. Le parquet national financier a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces accusations. Ce matin, l'Élysée a réagi, estimant que cette mise en cause de son secrétaire général est totalement infondée. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. À la première édition du projet F5 Action Solidarité Génération 2.0 a pris fin le week-end écoulé dans la ville d'Ouyem. Les précisions avec notre envoyé spécial Ulrich Simaila. La clôture de la première édition du projet Action Solidarité Génération 2.0, lancé par l'ancien international gabonais et fondateur de l'association Rémi Ebanga et parrainé par l'international gabonais Malik Evouna, a eu le week-end écoulé à Oyem avec, dans la matinée de samedi, la grande finale de cette première édition du tournoi inter-entreprise qui opposait la formation de la CNAMGS à la formation de la CNSS. Après un score de parité, un but partout au temps réglementaire, les deux formations sont passées à l'épreuve des tirs au but. C'est la CNAMGS qui sort vainqueur de cette première édition. Je remercie les organisateurs de Action Solidarité. Et je remercie toutes les équipes qui ont participé au tournoi. Nous sommes très contents. On est venus là pour faire le fair play. Donc,
j'espérais que l'année prochaine, les choses iront encore mieux. Donc la CNAMGS a gagné et nous tous, on a été meilleurs. Bon, on ne dira pas qu'on a perdu, on a fait match nul. C'est juste que les moins chanceux ont mis les balles à côté. Sinon c'est ça, sinon c'est match nul normalement. Oui, c'est une bonne initiative déjà, mais ce qui est sûr c'est que l'année prochaine on est champion. Un grand concert qui a vu la présence de plusieurs artistes gabonais et un dîner gala pendant lequel les invités ont à leur tour contribué au projet en remettant les enveloppes en présence des autorités politiques et administratives de la province et des responsables des sociétés partenaires. Cette première édition qui porte le nom de son parrain, l'international gabonais Malik Evouna, a mobilisé la bonne foi des sportifs et des acteurs culturels qui ont voulu par leur présence prouver la quintessence de ce projet. La jeunesse de l'OM n'est pas bénéficiée de ça multimédia. Je viens encore en tant qu'ambassadeur de ce projet parce que nos objectifs c'est la culture, la science, l'éducation. Et la salle de média va tout de suite dans ce film. Donc, bravo pour cette œuvre et bonne continuation. Et tu pourras toujours compter sur moi. Et je tiens à rappeler ici, chaque artiste qui a participé à ce projet n'a reçu aucun sou. On a dormi de ce qu'on avait le meilleur de nous, c'est chanter sur la scène, faire venir de monde pour nous donner de l'argent. C'est ce qu'on a fait. Les sous récoltés lors de cet événement serviront à la mise en place d'une salle multimédia avec une connexion Internet à haut débit pour la jeunesse d'OM. Nous vous proposons à présent cette série de réactions des différents acteurs qui ont permis la réussite de cet événement. Ils sont au micro du riche Simeila. Dans le cadre même de la gestion interne du complexe Eras Inter, il a été prévu chaque année d'organiser un tournoi inter-entreprise. On l'a simplement inséré dans le projet Action Solidarité Génération 2.0 parce qu'on pensait qu'à travers ce tournoi, on pouvait mobiliser l'entreprise. Ce serait leur manière à elle de contribuer au projet en cotisant et nous, avec ces fonds-là, comme on a dit, pouvoir financer la salle multimédia. Je suis satisfait surtout que tout s'est bien passé. Je remercie toutes les entreprises. Je ne peux pas tout citer, je pense qu'il y avait une dizaine d'entreprises qui sont mobilisées. Et comme sponsor du projet Action Solidarité Génération 2.0, c'est l'ACNAMGS qui était sponsor officiel et privilégié. Et c'est aussi l'ACNAMGS qui remporte la compétition. Voilà, je pense qu'ils ont gagné à la hauteur de leur engagement pour ce projet-là. Pour le tournoi en lui-même, je suis content. Je suis aussi content parce que les gens ne connaissaient pas, les entreprises ne savaient pas que ce terrain existait. Et qu'aujourd'hui, les gens m'interpellent en me disant « Ouais, je pense que vous pouvez organiser le tournoi inter-entreprise chaque année ». C'est quelque chose qui n'existait pas hier, mais aujourd'hui, ça voit le jour. C'est la première édition. Peut-être plus dans le cadre du projet Action Solidarité, ça va changer les sites maintenant, ça va changer les villes. Mais le tournoi inter-entreprise restera et on passera à la deuxième édition sur la demande des entreprises à partir de l'année prochaine. Très satisfait. Et je dirais également que cette initiative vient à point nommé parce qu'effectivement, c'est des structures qui nous manquent ici, surtout ce type d'activité. Parce qu'il faut toujours regretter que tout se passe à Libreville. Pour une fois, le petit a eu l'idée d'aller un peu à l'intérieur et de choisir surtout OIM, qui est sa ville natale. C'est un sentiment de satisfaction. C'est un plaisir pour moi déjà parce que c'est un projet pour la jeunesse. Moi je suis un jeune, j'aurais aimé qu'on fasse aussi la même chose pour moi. Donc aujourd'hui c'est un plaisir pour moi d'être là au IEM, pour soutenir mon grand frère Rémi Bandiga dans ce projet et fier aussi d'être le parrain de cette première étape de ce projet. Pour le compte de la 9e journée, l'Union sportive de Bitam avait reçu le week-end écoulé au Yem Athletic Club dans son stade mythique Gaston Péril. Ce premier derby a été remporté par l'USB sur un score final d'un but à 0. Nous retrouvons Ulrich Simeila. Comme dans l'ensemble du territoire national, la 9e journée du National Foot était au rendez-vous au stade Gaston Péril de Bitam le week-end écoulé dans une ambiance monstrueuse. L'Union sportive de Bitam, vêtue du rouge, recevait OIM Athletic Club Anvers, un premier derby pour ces deux clubs remporté par les unionistes bitamois, un but à 0. Dès l'entame du match, l'USB a pris la rencontre à son compte
en dominant OIMAC sur tous les compartiments. Cette domination fut récompensée par l'ouverture du score des Bitamois à la 10e minute sur une tête à bout portant de Mamad Ekian, oublié par la défense oyémoise. Après cette ouverture de score, l'USB a multiplié les occasions de but sans mettre un but de plus. Les deux équipes vont gagner les vestiaires avec cet avantage des locaux. Au retour des vestiaires, OIMAC transforme la rencontre en siégeant le camp bitamois, mais elle fait face à une défense de l'USB dirigée par l'expérimenté Erwin Gema. L'USB demeure dans le doute. Chaque décision arbitrale est contestée jusqu'au coup de sifflet final. L'USB remporte dans la douleur ce premier derby grâce à son but marqué en première période par Mamad Ekian. Déjà l'objectif était atteint, être playoff. On a ce playoff, mais il faut préparer playoff tranquillement, sereinement. Et le rythme était infernal, vous avez vu à la fin du match, les crampes, la fatigue, parce que simplement le rythme pris par les laves nous tue les joueurs. Et là, on va bien récupérer tranquillement. Et on s'est battu comme on a pu. C'est vrai qu'en premier mi-temps, c'était pas vraiment ça, mais c'est ça le football. En deuxième mi-temps, je me suis rattrapé pour faire mieux. Le prochain match, on va se donner à fond pour gagner les prochains matchs parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes 9e. On ne sait pas, on a perdu, on ne sait pas quel rang on va occuper. Donc voilà pourquoi. Le prochain match, on va chercher à se battre pour gagner. Et je suis pas juste chez nous à rien. Cette victoire permet à l'USB de conserver sa première place avec 22 points et son adversaire du jour, OIMAC, descend à la 10e place avec 10 points, l'éloignant des chances de se qualifier pour les playoffs. Que pensez-vous de l'augmentation du prix de la bonbonne de gaz butane? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre, les avis des uns et des autres face à la caméra de Vitalis Kumba. Ce que je pense de l'augmentation du prix du gaz, c'est que voilà, nous les Gabonais, nous sommes cons. C'est ce que je pense. On augmente le gaz, aucun, même le Gabonais lambda, ne se lève pas. Je pense que ce n'est pas bon parce que le prix du gaz doit rester le même. Il y a des vieilles, il y a des mères qui n'ont pas l'argent, assez d'argent, ils sont habitués à 5500. Mais l'augmentation, je ne sais pas ce qui a changé, si c'est parce que le pétrole est en manque. On ne cesserait jamais de dire que le pays va mal. Si le pays va mal, c'est dans ce sens-là. Hein? Ça, c'est mon point de vue par rapport à la question posée. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois on veut le feu et à la fois on veut de l'eau. Ça signifie tout simplement quoi? On lutte contre la vie chère, mais bizarrement, ça fait rire. Hein? Mais c'est pas une manière de rire. C'est de faire tirer l'attention à ceux-là qui, pour eux, se disent qu'ils sont capables de gérer. Mais en gérant, on ne gère pas les animaux, on gère les êtres humains. Ce n'est qu'un début. Ouais. Alors, d'ici 2 ans, c'est peut-être à 10 000 francs une bouteille de gaz. Ça, on ne peut pas être surpris de cette évolution des choses. Ouais. Ça n'y va vraiment pas. Ouais. Parce qu'on souffre d'abord. Donc s'il faut encore augmenter le prix de la bouteille de gaz, c'est que c'est mauvais pour les Gabonais. La bouteille de gaz, ça veut toujours dire que il va toujours nous acculer comme d'habitude la mauvaise vie. Si la bouteille de gaz augmente et que les salaires sont statiques, que deviendrons-nous? Toujours mentir, toujours souffrir. C'est la souffrance. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par David Mitola. Merci pour votre fidélité. Bonne nuit chez vous et bonne continuation sur les programmes de TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.